Brune Poirson dans le cadre de la commission du développement durable. Alors, on le sait, hein, c'est un projet de loi où il y a beaucoup de bonnes choses qui concernent directement le consommateur. On peut parler des pièces détachées, on peut parler de plein de choses qui concernent directement et qui est favorable au consommateur. Il y a également des points où ça coince, en particulier pour les responsables de collectivités ici présents. Je veux parler de cette fameuse consigne, la consigne. Alors l'objectif européen est extrêmement ambitieux, 90% de consignes recyclables à l'horizon 2029. La France, elle plafonne sur ce point. Brune Poirson, est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement a une véritable doctrine sur ce dossier de la consigne? Et si oui, lequel? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup vraiment de cette invitation aujourd'hui. Pour moi, c'est très important à l'heure où les débats au Sénat, en commission en tout cas, ont déjà commencé sur le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Je voudrais revenir un instant, monsieur, sur ce que vous avez dit. Oui, il y a beaucoup de choses pour les consommateurs et il y a aussi beaucoup de choses pour les collectivités. Vous avez peut-être, et je remercie tous ceux qui ont participé aux très longues phases de concertation qui ont duré pendant plus d'1 an et demi sur toute une série de sujets, sur les dépôts sauvages par exemple, mais aussi sur la création de nouvelles filières REP, responsabilité élargie des producteurs, ces filières pollueurs-payeurs. Il y en a toute une série qui va être créée, qui vont apporter des moyens très concrets, sonnants et trébuchants aux collectivités locales. Je ne vais pas le détailler maintenant, mais je crois que c'est important et qu'il ne faut pas l'oublier. D'autre part, alors sur la consigne, quelle est la situation? Déjà la première, et vous le verrez, nous n'avons pas de doctrine sur la consigne. Mais je l'assume parce que, alors que ce sont les élus et les collectivités qui gèrent les déchets sur les territoires, qui sont les premiers acteurs, qui sont vraiment en toute première ligne dans la gestion des déchets, c'est à eux de définir comment et quel type éventuellement de consignes on souhaiterait mettre en place pour recyclage, pour réemploi ou pas. Et maintenant, regardons la situation aujourd'hui telle qu'elle est. On est dans une situation dans laquelle, bien sûr, les consommateurs, plus que jamais, les citoyens nous demandent de faire plus pour l'environnement. Ils veulent. Quand on regarde les sondages d'ailleurs, généralement dans les 2-3 premières choses qui reviennent, c'est avoir plus de moyens pour lutter contre les déchets. Donc il y a cette pression-là, j'ai envie de dire, sans aucun... il y a cette pression d'en bas. Et puis de l'autre côté, on est pris en sandwich parce qu'il y a l'Union européenne qui dit, d'ici 2025, vous devez être, vous pays européens, à 2025, 75% de bouteilles collectées et recyclées. 2029, 90%. Il y a ça. Et de l'autre côté, il y a des industriels qui sentent qu'ils ont la pression et qui se disent, bon, bah écoutez, dans ces conditions-là, moi je me lance, j'ai besoin et d'acceptabilité sociale et deuxièmement, de pouvoir montrer et aux consommateurs et aux collectivités et aux autorités que eh bien, nous prenons les choses en main. Et donc ils se lancent et ils commencent par mettre en place, un peu partout sur les territoires, non pas des systèmes de consignes, mais... où on pourrait globalement assimiler ça à des systèmes de consignes, mais ils sont en train de le mettre en place sans jamais parler aux collectivités locales, sans jamais se dire « Tiens, mais est-ce que ça vient impacter le système de gestion des déchets publics ou pas ?» Ils commencent et ils le mettent en place, et parfois ça soutient, et ils le font en grande connivence avec des supermarchés. Ce qui entraîne aussi, moi je le sais parce que je le vis sur mon territoire, ce qui entraîne aussi encore plus un appel d'air vers des zones commerciales en dehors des villes, hors des centres-villes. Est-ce que c'est ça que nous voulons faire? Non, je ne crois pas. Donc dans ce projet de loi, ce que nous proposons et ce que nous souhaitons faire, c'est pouvoir se laisser la possibilité de mettre en place une consigne sur les emballages, en tout cas, dans un premier temps peut-être, sur les bouteilles en plastique. Mais l'objectif, et attention, l'objectif, il est de passer du tout jetable, du jetable au réemployable. C'est ça l'objectif, c'est ça la ligne de mire. C'est un grand changement, un changement profond de nos modes de consommation, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce qu'on veut faire, c'est encourager, accélérer ce passage de l'usage unique au réemployable.
Et pour ça, il faut une transition. Et il faut qu'en attendant, nous récupérions tous ces objets plastiques à usage unique, à commencer par les bouteilles d'eau ou par les bouteilles en plastique qui finissent en très grande majorité dans la nature. Aujourd'hui, on a encore plus de 200 millions qui chaque année nous échappent. C'est le premier déchet avec les mégots de cigarettes qu'on retrouve sur nos plages et partout. Et je crois qu'il y a une véritable exaspération des Français qui veulent en plus de ça, qui demandent des moyens, qui nous disent donnez-nous les moyens de faire plus. C'est trop compliqué en France de faire un petit geste, comme on dit, pour la planète. Alors il y a comme ce chiffre qui est là, comme quoi les bouteilles en plastique ne représenteraient que 0,25%, je crois, de mémoire, du poids de l'ensemble des déchets ménagers. Autrement dit, cette affaire et ce dossier de la consigne, c'est presque un faux problème. Je suis ravie de vous l'entendre dire. Je suis d'accord. Effectivement, quand on regarde en volume et en poids, effectivement, les bouteilles sont minimes. Mais simplement, c'est ce qu'on retrouve en grande priorité et de façon absolument massive partout sur les territoires. Maintenant, il y a cette question des déchets ménagers. Effectivement, vous savez, chaque année, un Français il produit 5 tonnes de déchets. Sur ces 5 tonnes de déchets, il y a 600 kilos qui sont des déchets ménagers, 700 qui sont des déchets des entreprises, 700 qui sont des déchets de la construction et du bâtiment, et le reste qui sont les travaux publics, 2,7 tonnes environ. Donc sur les déchets des bâtiments, vous avez vu, et je voudrais remercier absolument chacun et tout le monde, tous ceux qui ont été autour de la table, notamment après l'événement dramatique de cet été, nous avons vraiment fait un pas de géant, nous avons vraiment avancé là-dessus. Sur la question des déchets ménagers, avec la mise en place des filières REP, avec tout ce travail avec les entreprises et les collectivités locales, nous avançons vraiment. Moi, je voudrais rappeler qu'il y a certaines filières pollueurs-payeurs que nous allons créer qui vont permettre aux collectivités locales d'économiser plusieurs millions d'euros. Je ne vais pas toutes les détailler ici, mais ça va des lingettes en passant par les 2 roues ou encore les articles de bricolage, les articles de sport, bref, tout ce qui pèse très lourd, très lourd, et qui rend la gestion des déchets particulièrement compliquée, surtout dans un contexte où nous ne voulons pas, et les Français ne veulent plus, créer de nouvelles décharges. Donc oui, c'est un problème qui peut paraître minime, c'est pour ça qu'il ne faut pas lui donner plus d'importance que ce qu'il en a, c'est pour ça que je dis, saisissons-nous de la question, ne regardons pas le train passer en restant, j'ai envie de dire, arc-boutés sur nos principes, et aussi, une autre chose que je voudrais préciser, il y a des collectivités qui font un travail absolument remarquable en matière de gestion des déchets. Et qui investissent beaucoup. Et qui investissent énormément. Et moi, je ne voudrais pas que celles-là se retrouvent du coup en queue de peloton et se retrouvent pénalisées pour avoir été les plus vertueuses. Et donc là-dessus, il y a plusieurs principes. Le premier, c'est que nous allons maintenir, parce que c'est non seulement dans la loi Grenelle 1 de 2009, mais c'est aussi dans la directive européenne de 2018, et moi je suis tout à fait prête à ce qu'on le remette dans la loi, Citeo va devoir prendre en charge réellement, effectivement, concrètement, à minima, et je sais que beaucoup d'entre vous trouvent que ce n'est pas suffisamment fait, mais à minima, 80% du coût de collecte et de tri net optimisé de la collecte et du tri des déchets, premièrement. C'est quelque chose qui pourrait se retrouver dans le projet de loi économie circulaire. Mais vous savez, c'est dans la directive européenne. 1, c'est dans la loi Grenelle 1. 2, c'est dans la directive européenne de 2018. Nous sommes obligés. Imaginons que le gouvernement, ce qui n'est absolument pas le cas, serait contre. Mais on n'aurait pas le choix. Je peux vous dire, moi je l'ai négocié au niveau européen, donc ce serait quand même assez paradoxal de se contredire. Mais remettons-le dans la loi si jamais c'était nécessaire, mettons un ensemble de garde-fous, mais travaillons ensemble pour ne pas avoir une approche qui soit passive. D'autre part, donc il y a ces 80% de par Citeo qui vont continuer à être pris en charge de collecte et de tri des déchets, ces coûts-là, ils vont continuer à être pris en charge. Et d'autre part aussi, Citeo, il y a 20% dans les recettes des collectivités, il y a 20% qui vient de la matière. Ça représente à peu près 12 millions d'euros. Là aussi, les collectivités seront compensées. Mettons-le dans la loi, écrivons-le, donnons-nous des garde-fous, travaillons ensemble pour avancer sur ces questions-là. Sinon, nous y perdrons, alors que c'est l'occasion justement de mettre et de changer certains dispositifs pour que les collectivités soient en position de force et qu'on ait vraiment une infrastructure du 21e siècle qui correspondent aux demandes des citoyens et des consommateurs pour qu'on passe peu à peu et le plus rapidement possible à une société du réemploi. C'est ça la vision, c'est vers ça que nous devons aller, on doit le faire ensemble. Donc non, le gouvernement n'a pas de doctrine arrêtée sur la consigne, la seule qu'elle a,
maintenons le service public, ne soyons pas passifs, soyons à l'offensive, donnons-nous des garde-fous. Dominique Gros, est-ce que vous êtes convaincu? Écoutez, non. Il faut appeler un chat un chat. La loi qu'on est en train de mettre en place et qui est discutée en ce moment au Sénat est une loi d'adaptation à une directive européenne. En réalité, on n'a pas une grande loi d'orientation sur les problématiques liées au plastique. Parce que finalement, est-ce que c'est utile de pérenniser le système du plastique à usage unique? La réponse est non. Et je rappelle que Or, France Urbaine milite pour le zéro plastique. Hein. Le plastique à usage unique, parce que le zéro plastique, c'est pas la même chose. Vous voyez, ça, c'est du plastique. Mais c'est pas usage unique, c'est une table. Tandis que le verre qui est là, il a remplacé un gobelet. La bouteille qui est là, elle a remplacé une bouteille en plastique. Et donc, cette bouteille, elle va être recyclée. Regardez, elle a déjà été dans des systèmes de lavage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le plastique à usage unique, c'est un fléau. Et ce fléau-là, on ne le combat pas, on s'adapte aux demandes de Nestlé ou de Coca-Cola pour qu'on aille le reporter dans le supermarché et qu'ils nous vendent une autre bouteille à la place. Et donc, et en plus de ça, vous l'avez dit, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est 0,25% du total de nos déchets, même si je suis d'accord avec vous pour dire que ça se voit beaucoup. Alors, premièrement, optons, et à France Urbaine, on en est là. Hein, on a eu une réunion de bureau qui était extrêmement claire, c'est non au plastique à usage unique. Ça veut dire que, alors on a le même combat, c'est parfait. C'est-à-dire qu'on ne va pas adapter et rendre supportable une situation qui n'est pas bonne en lui permettant de perdurer. Et nous pensons, enfin je pense personnellement, là c'est un avis personnel, que les metteurs sur le marché de ces bouteilles à usage unique, ils cherchent tous les moyens pour pouvoir continuer. Et cette affaire de consigne que je qualifierais de, je ne vais pas dire de bidon, mais de consigne un peu cache-sexe, c'est un système qui permet de continuer à faire fonctionner les bouteilles en plastique partout, premièrement. Deuxièmement, on ne fait pas si mal que ça le boulot dans nos villes. C'est-à-dire qu'en fait, on a des systèmes de tri et d'ordures ménagères et les citoyens sont de mieux en mieux formés et le font. Par contre, on a ce qu'on appelle le hors-ménage. Hein, le hors-ménage, c'est-à-dire c'est en dehors de la maison, vous allez au match. Vous avez déjà vu un match de foot? Hein, où le champion, le gars que tout le monde envie, qui est le modèle, hein, il prend sa bouteille, il en boit la moitié, il jette. C'est-à-dire qu'en plus de ça, l'eau qui est un bien précieux, d'ailleurs qu'on a au robinet pour beaucoup moins cher, 3000 fois moins cher, hein, on le met dans une bouteille et on jette la bouteille. Et il est filmé et c'est le super-héros, la jeunesse le dit, regardez, c'est un joueur de foot, c'est merveilleux, il jette sa bouteille quand elle est à moitié vue. C'est-à-dire que c'est un truc qui est réputé ne rien valoir alors que c'est de l'eau, c'est précieux. Et deuxièmement, on jette le plastique qui va avec. C'est-à-dire que c'est toute une mentalité qui doit permettre de remonter la pente du respect de la matière, du respect de ce qu'il y a dedans. Et moi, je suis très heureux qu'aujourd'hui, on ait des verres, hein, des vrais verres, et pas des gobelets en plastique. Ça, c'est pour dire qu'on a besoin d'afficher une véritable ambition collective, pas seulement sur une loi d'adaptation aux règles européennes, mais dans un projet de société qui permette de remonter la pente par rapport à ces plastiques à usage unique. Et les villes sont prêtes. On en a débattu. Nous, on est prêts parce que de toute façon, c'est nous qui avons les dégâts. Hein, ces bouteilles qui sont dispersées partout, après ça, il faut envoyer les balayeurs. Et le hors-ménage, c'est effrayant, c'est à peu près 30%. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a encore beaucoup à dire, hein, mais première étape, fixons des règles puissantes, mettons un calendrier. On l'a fait pour d'autres objectifs. Pour l'instant, on n'a pas d'objectif par rapport à ce plastique à usage unique. Et il est temps de marquer le coup et de dire, ben voilà, dans tant d'années, ça peut être 25, 30, 35. J'ai même noté que le Premier ministre avait dit, à un moment donné, objectif 1925, 100% de plastique doit être recyclé. Moi, j'applaudis le Premier ministre si jamais on y arrive. Mais moi, je pense que 2025, c'est quasiment impossible compte tenu des pratiques qui sont les nôtres en ce moment. Alors, un mot d'Éric Piolle et Madame Poirson, je vous donne la parole juste après. Oui, parce que là... Vraiment.
Oh, rien à rajouter, je pense. Non, je voyais effectivement. acquiescer. Bah oui, j'acquiesçais fortement parce qu'effectivement, le but est de pas continuer à entretenir des modèles qui sont malsains, malsains dans toutes les dimensions. On parlait il faut que ça tourne avec la grande distribution, ça colle pas. C'est pas ça dont on a envie. On n'a pas envie de voir continuer à voir proliférer des projets de périphérie. Sur les projets de périphérie, on a plutôt envie que le gouvernement mette en place une taxe parking qui rende moins attractifs ces lieux d'achat de grande consommation de périphérie et qui rendent plus attractifs nos lieux de proximité. Et effectivement, sur les bouteilles, en fait, moi j'ai envie de boire de l'eau du robinet. Point. Et donc tout ce qui ne rentre pas dans la logique qui m'aide en fait à boire de l'eau du robinet dans un verre en verre, bah, le reste, en fait, c'est juste qu'on est en train de finasser et de rater les objectifs parce que l'effort qu'on est en train de faire, qui doit être fait, même pour faire ces objectifs de consigne de bouteilles en plastique, est un effort colossal. Et donc il faut regarder où on met notre énergie. Et là, on est en train de faire un truc, on se laisse embarquer par ces acteurs de la grande distribution dans un truc qui les arrange et qui en fait va nous demander une énergie considérable, mais leur faire juste reculer la barricade de 50 mètres et faire perdurer le modèle. Et je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin avec une vraie ambition forte. Merci. Alors, Brune Poirson, plusieurs c'est choses. bien la D'abord, la première, c'est que ce n'est pas une consigne sur les bouteilles en plastique. Absolument pas. La deuxième, c'est que moi, je vous trouve presque peu ambitieux sur le plastique, monsieur le maire. Moi, je pense, et c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nous avons déjà commencé à faire, il faut supprimer dans le plastique, il faut supprimer au maximum toute une série de plastiques à usage unique. Et il ne faut pas se dire qu'on va remplacer certains usages, qu'on va les remplacer immédiatement par d'autres usages. Non, il y a certaines choses auxquelles on doit renoncer. Il ne faut pas chercher en plus à, derrière, vouloir absolument trouver une alternative. Ça, c'est pour les objets plastiques à usage unique. Ensuite, il faut au maximum, sortir du plastique pour toute une série d'emballages, etc. Et sur les plastiques qui restent, vous avez cité les tables. Moi, ces tables, j'aimerais mieux qu'elles soient autre chose que du plastique, par exemple. Et si elles le sont, qu'elles soient en plastique recyclé, à minima. Et qu'elles soient recyclées et recyclables. Et vous verrez que dans le projet de loi, il y a toute une série de choses pour rendre l'affichage environnemental beaucoup plus sincère. Beaucoup plus sincère. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui consomment du plastique en se disant « celui-là, il est recyclé et recyclable », et ce n'est pas le cas. Dans le projet de loi aussi, il y a suppression de toute une série de plastiques à usage unique. Dans le projet de loi aussi, il y a surtout des moyens très concrets avec les entreprises qui commercialisent du plastique pour les, forcer à ce qu'elles incorporent du plastique recyclé dans les produits qu'elles commercialisent. Et pour tendre ensuite et éliminer peu à peu du marché les résines qui ne seraient pas recyclables. Par ailleurs, sur la question de la consigne, moi j'entends plusieurs choses. D'abord, la première, moi je suis exactement comme vous. La bouteille en plastique, c'est pas l'avenir. C'est pas l'avenir. Ça, c'est certain. En attendant, il y a cette période de transition dans laquelle il y a des bouteilles en plastique, mais pas que des bouteilles en plastique. Il y a des Tetra Pak, il y a des bouteilles de lait, il y a toute une série, il y en a environ 7 flux. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on continue à les laisser soit dans la nature, soit pour certaines être exportées ailleurs, en Indonésie, ailleurs. Vous l'avez vu, je suis sûre que vous avez été interpellés par. Soit le plus rapidement possible, on se dit, qu'on les récupère. Mais surtout, bien au-delà de ça, on met en place une infrastructure qui permet de faire très profondément évoluer les modes de consommation des Français. Est-ce que vous parlez de la bouteille en plastique? Mais moi, je pense que c'est ça pour tous les emballages. Pourquoi et comment est-ce qu'en France, on peut encore jeter un emballage? C'est une ressource. C'est une ressource et ça doit être considéré comme tel. Il faut que les emballages, peu à peu, ils soient retournés à l'entreprise, qu'ils appartiennent à l'entreprise, qui en maximisent la robustesse, la qualité, de façon à pouvoir l'utiliser le plus longtemps possible. Et que nos poubelles d'ordures ménagères et même toutes les autres soient les plus légères possibles. C'est ça la vision. C'est ça la vision. Ça prendra un peu de temps. Et donc en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à regarder droit dans les yeux nos citoyens autour de nous et on leur dit arrêtez de boire du lait parce que c'est mis dans des bouteilles. Vous voyez, tout ça, il faut essayer de les récupérer et de les collecter le plus rapidement possible. Et après, nous évoluerons et nous passerons à... Et c'est là où on travaille déjà de façon très étroite avec les industriels. Et dans les filières REP, il y a
Maintenant, et nous allons le mettre dans les cahiers des charges, et ça va être dans la loi, il va falloir qu'ils soient en charge de la prévention aussi, de tout l'amont, de l'éco-conception, de la prévention. Tout ça, c'est fondamental. De l'innovation aussi pour changer le type d'emballage. Tout ça, c'est dans la loi, tout ça, c'est inclus. Donc oui, quand on a une vision relativement réductrice et binaire des choses en disant et en faisant croire que le gouvernement veut faire uniquement une consigne sur les bouteilles en plastique, et en plus, moi, je vais vous dire une chose, j'ai un petit traumatisme qui m'est personnel, pardonnez-moi de ramener ma fraise maintenant, mais j'ai vécu et j'ai grandi dans une zone rurale. J'ai vu les petites villes dans lesquelles j'ai grandi, toutes, Abe, Carpentras, toutes, passer de villes vivantes, magnifiques, à des villes tristes et vides. Parce que tout a été mis dans les supermarchés en zone rurale, en l'entrée des villes, qui en plus de ça enlaidissent aussi nos villes et les rendent moins attractives au tourisme et à tout le reste, et moins attractives pour les citoyens. Donc l'objectif, il est bien que les collectivités s'assoient sur la table et disent mais attention, vos systèmes de consigne. Vous savez, pendant qu'on parle là, il y a Auchan qui est en train de déployer, et j'ai reçu beaucoup de photos, qui est en train de déployer tous des systèmes de consigne. Ils ont bien compris, ils n'attendent pas. Pendant que nous on discute, ils continuent. Et ils peuvent très bien sortir de Citeo et créer leur propre système de consigne. Je n'ai pas de moyen de les interdire. Parce qu'un système de consigne qui voulait créer tout seul, il serait plus efficace potentiellement dans certains endroits, je ne dis pas le contraire, dans certains endroits que ce qu'il y a. Donc je dirais aux consommateurs, ah ben non, par principe on est contre. Je dirais aux Français, par principe on est contre, alors que ce système serait potentiellement plus efficace que ce qu'il y a aujourd'hui. Je crois que ça ne tiendrait pas. Donc emparons-nous du sujet, allons vers le réemploi, éliminons le plus rapidement possible les bouteilles en plastique, créons l'infrastructure de l'avenir plutôt que de se la voir imposer et que ce soit les entreprises qui développent l'infrastructure, et ils auraient raison de le faire. Vous avez l'impression que ce texte peut être redéfini, remanié, repensé pendant la discussion parlementaire? Mais lisez, nous n'avons dans ce texte-là, sur ce point en tout cas, sur ce point de la consigne, il n'y a quasi rien. Il y a le mot consigne, c'est tout, pour que nous ayons les manettes. Mais moi je le dis depuis le début, c'est pas l'État qui va définir si vous voulez, on le fait. Hein. Si vous y tenez absolument, on le fait, il n'y a pas de problème. Mais je trouverais ça vraiment dommage. C'est pas à l'État de le faire, c'est aux collectivités. Alors, et c'est à elles de s'organiser pour l'imposer aux industriels. Mais maintenant, si vous y tenez, il n'y a pas de problème, on y travaille, on y réfléchit, on vous l'envoie. Nous déjà, une des choses qu'on a faites, c'est qu'on a travaillé sur les chiffres. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en France, et ça c'est quelque chose qu'on va changer dans la loi, on ne sait pas, quand vous demandez aux entreprises les flux de déchets, les données sur les déchets, on a du mal à les avoir. Mais on vit dans quel monde? Donc soit on laisse ce type de choses perdurer, soit on tape du poing sur la table, on dit non, on met toutes les collectivités et elles définissent un modèle. C'est une occasion de faire revivre certains villages aussi. Moi j'en parlais avec les buralistes ou avec d'autres. Pourquoi est-ce qu'ils ne deviendraient pas le point de l'environnement, de l'écologie en France? Pourquoi est-ce que la Poste n'aurait pas cette mission de solidarité aussi, d'aller sur les territoires et partout? Inventons de nouveaux modèles, le modèle du réemploi, mais faisons-le en étant à l'offensive. C'est ça que le gouvernement veut, et je vous le dis, le plus sincèrement du monde, rien d'autre. Et relisez cet article de loi, il y a simplement le mot consigne, et après, sur le reste, on a et des propositions d'amendement, moi je le dis cash, si vous le souhaitez, avec tous les garde-fous auxquels on a réfléchi, soit nous sommes prêts à l'accepter, et c'est à vous de le construire. En tout cas, des amendements, il y en a, mais ne serait-ce que de France Urbaine, n'est-ce pas Dominique Gros? Écoutez, le mot réemploi est un mot qui signifie bien on réemploie. Et là, c'est de l'économie sociale et solidaire derrière, c'est de la main-d'œuvre, c'est des activités d'une autre nature. Ce n'est pas de la consigne type de celle dont on vient de parler dans les grandes surfaces. Je pense que ce que le Sénat fait comme travail, parce que j'ai regardé ce que le Sénat avait discuté dans sa commission, là c'est tout à fait intéressant, parce qu'il y a pas mal de gens des collectivités locales chez les sénateurs, et j'ai trouvé que c'était marqué au coin du bon sens. La France, par exemple, je reste sur les bouteilles et sur l'eau, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, est le seul pays au monde qui consomme autant de loin. Et on exporte des bouteilles, alors à l'autre bout du monde. Hein. Vous pouvez boire des bouteilles d'eau française à Washington, à New Delhi, etc. C'est des trucs qui sont complètement dingues. C'est-à-dire que là, on est dans un système qui est purement économique et qui est complètement indifférent à tout ce qui se passe sur le plan de l'écologie. Donc je pense qu'on a vraiment un examen de conscience collective à faire. Hein. Le réemploi, c'est un mot qui me convient bien. C'est l'économie sociale et circulaire, ça me convient bien également. Lutter contre les gaspillages, le mot consigne, j'ai peur de me faire avoir. Et je ne suis pas le seul.
hein, on se rend compte qu'il y a un biais et qu'on risque de se faire avoir par les grandes surfaces qui vont comme ça garder leur système, hein, en le verdissant un petit peu. Hein, en le verdissant un petit peu, vous voyez, on fait des consignes. Et moi, la consigne, c'est je rapporte et je réutilise. C'est la bouteille qui est là, elle a été réutilisée, ça se voit. Hein, c'est ça et c'est rien d'autre. Alors que le buraliste ou le postier de la petite ville ou du bourg-centre fasse ce travail moi, je suis entièrement d'accord, mais je me méfie beaucoup de la façon dont les choses ont été amenées au départ, où on a le sentiment que c'est pour faire durer un système, hein, qu'on organise avec un joli nom qui est celui de consigne, hein, mais ça n'a rien à voir avec la consigne que moi j'ai connue quand j'étais petit. Hein. Merci Dominique Gros. Un mot de conclusion, même pas de conclusion, de réaction, Brune Poirson. Un mot. Je voulais simplement dire qu'on partage exactement le même objectif, que nous, à la base, on n'a jamais parlé, c'est peut-être parce que l'émetteur ont marché, à un moment donné, on dit et on parlait de consignes sur les bouteilles en plastique. L'objectif, c'est vraiment bien le réemploi, et ça, on aura l'occasion d'en discuter, mais je voulais simplement rebondir à nouveau. Je voulais simplement rebondir, vous avez parlé d'économie sociale et solidaire. C'est exactement ça l'objectif de ce projet de loi. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on va interdire l'élimination des produits invendus, pour qu'ils soient donnés à des associations, pour qu'ils soient transformés, pour être ensuite donnés aussi, tout ça par des économies, tout ça par des emplois d'insertion sur les territoires. Pareil, les filières REP, elles vont avoir des objectifs de réemploi. Dans le dur, des objectifs de réemploi, elles vont devoir financer des ressourceries, de l'emploi d'insertion partout sur le territoire. C'est ça la vision, c'est ça la vision. Et c'est rien d'autre. Et on partage le même objectif. Ne nous laissons pas avoir par un modèle économique à bout de souffle que représentent en premier lieu les supermarchés et les vendeurs de bouteilles en plastique. On a le même combat, on a exactement le même combat. Mettons-le en œuvre, serrons-nous les mains et allons-y. Merci Brune Poirson, merci à vous. Je ne peux pas terminer cette table ronde consacrée à l'écologie en général, hein, mettons la consigne de côté, sans évoquer l'initiative d'Éric Piolle. J'aimerais bien lui poser une question là-dessus, une initiative partagée d'ailleurs, avec 5 autres grandes villes de France, Paris, Lille, Nantes et Clermont-Ferrand, de se joindre à cette fameuse bataille anti-pesticides. Et vous avez interdit sur votre territoire, Grenoble, l'utilisation de produits phytosanitaires chimiques. Le gouvernement, qui est à vos côtés, d'une certaine manière, a crié au coup de com'. Comment vous avez réagi? Est-ce que cette initiative pourrait en précéder d'autres, Éric Piolle? Oui, effectivement, d'abord c'est une aspiration, je crois, des grandes villes. Nous avons été nombreux à nous lancer là-dedans, dans une démarche collective. D'abord peut-être à aller plus loin sur nos territoires, puisqu'il reste, après la loi Labbé, des petits trous, hein, dans la raquette, notamment pour les espaces verts qui sont entretenus par des entreprises privées, y compris quand ils sont ouverts au public. Donc nous, je pense que c'est un degré d'exigence qu'on monte, et il faut qu'on continue à monter notre degré d'exigence. Et puis la deuxième chose, évidemment, c'est de montrer que sur ces enjeux-là, il n'y a pas de fracture entre le monde rural et le monde urbain, et que nous sommes en fait solidaires de ces communes rurales qui ont posé des arrêtés, forts et qui ont été attaqués par le gouvernement OTA. Donc je crois qu'il y a là, juste on est dans un temps ils sont déférés par le préfet, excusez-moi, il y a un moment où en fait le préfet est le représentant attendez, non mais ça vous le savez très bien. De l'État sur place, et moi quand je considère que quand on est attaqué par le préfet, en pratique, comme il n'agit pas juste sur son bon vouloir, et qu'il ne nous attaque pas sur tout ce qu'on fait, et qu'on fait plein de choses tous qui sont dans les clous, mais que l'interprétation des clous laisse toujours sujet à interprétation, clairement, et forcément c'est là. Donc nous, ce qu'on cherche, ce qu'on envoie comme signal, c'est que en fait il faut que la loi change là-dessus. Et on l'affirme à la fois pour notre propre exigence, parce qu'on est dans des communes qui ont engagé cela depuis fort longtemps, mais on veut monter notre degré d'exigence, et à la fois dans cette nécessité maintenant d'y aller un peu fort, clairement, avec un dialogue avec le monde agricole, hein, qui est possible. J'étais à la foire de Beaucroissant, 800e foire de Beaucroissant, 2 jours après notre arrêté. Il y a clairement un dialogue possible avec la FNSEA et d'autres, donc voilà, il faut engager cela. Allez, un mot de réaction et de conclusion, Brune Poirson. Je voulais simplement dire qu'effectivement, là, on voit très bien que vous êtes en campagne, c'est de la com. Le président de la République,
pur. Le président de la République l'a dit. Moi, j'entends tout à fait, et j'ai pour le coup grandi aussi en zone rurale, donc on entend tout à fait. Il y a, et le président de la République l'a dit, effectivement, il y a cette vraie préoccupation de la part des citoyens. Nous sommes obligés, bien sûr, de faire respecter la loi, c'est obligatoire. Maintenant, nous entendons, et il y a certainement des choses sur lesquelles, effectivement, eh bien, les maires sont plus en premier lieu et en phase avec les attentes de leurs administrés. Maintenant, nous respectons aussi, et nous sommes obligés de travailler et de respecter la science. Il y a des comités d'experts qui se sont réunis et de toute façon, c'est un combat de très longue haleine qui est sur la question de la transition agricole. Et il y a des villes qui avaient décidé de sortir des pesticides depuis déjà très longtemps. C'est pour ça qu'on a parlé d'un coup de com'. C'était déjà autorisé dans la loi depuis longtemps. Maintenant, tout cela, c'est que le début. Parce qu'il y a tout un dialogue à faire sur la transition agricole et c'est pas en essayant de se monter les uns contre les autres que nous y arriverons. Nous avons tous le même objectif. Et oui, c'est pas super politique, peut-être, mais en tout cas, c'est indispensable parce qu'il faut changer les choses très concrètement, main dans la main avec le monde agricole, sans coup de com' et en avançant pas à pas, mais très fermement. Merci beaucoup Brune Poisson, merci Dominique Gros, merci beaucoup Éric Piolle pour nous avoir éclairé sur ces différents sujets. Il est temps pour nous de tenter une première synthèse de ce que nous avons pu entendre ce matin au cours de nos différentes tables rondes thématiques. Pour cet exercice, et il n'est pas facile, croyez-moi, j'ai le grand plaisir d'inviter sur ce plateau, à cette tribune, André Rossineau, secrétaire général de France Urbaine et président de la métropole du Grand Nancy. André Rossineau, vous avez la parole. Merci, je vois que la salle est bien chaude là, que le rapport avec le gouvernement et nos maires, regardez, ça continue là au premier rang. Nous sommes en quelque sorte, moi qui ai une formation d'anatomiste, nous sommes à la rotule de notre journée. C'est-à-dire que nous avons, à travers et au-delà des mots d'accueil de notre président, je voudrais d'ailleurs saluer toute l'équipe de France Urbaine qui a monté cette journée, Jean-Luc, et qui nous permet aujourd'hui des moments très forts, très intéressants. D'abord, 3 constats qui viennent d'être délivrés à travers cette notion de transition. C'est le moment aujourd'hui où ces transitions sont au cœur de la vie et de nos préoccupations avec nos concitoyens. Les bisous de l'AMF sont toujours agréables à voir et à entendre. Les 3 premières tables rondes sur la transition résidentielle, en gros, là, il y a quelque chose sur lequel il faut insister, c'est la politique locale de l'habitat. La transition résidentielle, ça porte un nom. Aujourd'hui, nous étions, à Nancy, précurseurs avec nos amis de Rennes sur cette approche des choses. Je puis vous dire que depuis un certain nombre d'années, nous réglons droit dans les yeux avec l'État nos problèmes de construction, notre problème de gestion de nos crédits, et nous ajoutons à cela, bien sûr, toutes les réformes PLUI, etc. Et l'ensemble donne, je dirais, des outils remarquables. La transition numérique, le débat ne fait que commencer, intéressant, mais il manque d'ailleurs dans ces propositions tout ce qui concerne l'organisation et les soins et la médecine. La ministre de la Santé, lundi, nous a remis un volumineux document sur ces choses, et je puis vous dire que l'usage du numérique dans l'organisation à la fois de la gestion hospitalière et de l'organisation de la santé sur les territoires est à l'ordre du jour. Donc c'est un point qu'il nous faudra, nous qui avons la responsabilité souvent des grands hôpitaux, des CHU, il nous faudra travailler avec l'ensemble des acteurs. C'est ce que je voulais ajouter sur cette commission. Quant à la transition écologique, vous avez encore tout frais dans les oreilles l'importance du débat. Je ne vous dis pas aujourd'hui, à l'issue de ce groupe de travail, qu'il est terminé, mais c'est aujourd'hui l'évolution. Et quand on voit les données internationales,
quand on voit l'irrespect quelquefois par un certain nombre de pays ou de grandes nations de ce qu'il faudrait faire pour que nous allions mieux ensemble, il y a encore beaucoup de travail. Donc, nous avons de la matière à travailler, à poursuivre le travail avec les ministres concernés, avec nos partenaires, le public, le privé, et nous sommes, par notre influence territoriale, au cœur de cette articulation avec l'ensemble des politiques de transition. Et ça va nous permettre, ça va être l'évolution, Jean-Luc, sur la deuxième étape de notre journée, d'organiser les principes fondateurs de France urbaine qui vont permettre, avec les pouvoirs publics, de structurer la dernière table ronde. Ce sont la manière de gérer notre autonomie, la responsabilité, le dialogue et souvent, d'ailleurs, comme nous l'avons exposé au président de la République, la valeur et la force des politiques contractuelles et du dialogue. Donc, sur cette base, maintenant que nous avons aujourd'hui trouvé, par cet ordre du jour ce matin, l'adéquation entre l'état de la société, ce que nous ressentons dans nos agglomérations, dans nos villes, et puis l'état de la société, je dirais, sur le plan national et international, je pense que par ce travail qui représente beaucoup d'activités tout au long de l'année, nous sommes en situation de dialogue responsable avec les autres acteurs. Nous sommes donc en première ligne sur ces transitions et pour les organiser, nous avons le dialogue avec les deux projets de loi, l'un plus souple, plus léger bientôt, et l'autre qui doit être, après les élections, le point de rencontre avec les territoires. Et une fois pour toutes, il faut mettre nos relations d'équerre avec le pouvoir institutionnel. Moi, je suis pour la République des territoires, mais là, il y a deux choses, et je salue le président de l'AMF. Il y a la République, et je puis vous dire que dans la période de difficulté sociétale dans laquelle nous sommes, se battre pour les valeurs républicaines, ça n'est pas du luxe. La République sur tous les territoires, quelle que soit leur importance, leur vitalité ou leurs difficultés. Et puis la République des territoires, ça veut dire que tous les territoires sans exception. Et nous avons imaginé une méthode qui est l'alliance des territoires. Et cette alliance des territoires, nous ne faisons pas notre fonds de commerce sur la séparation entre ce qui serait urbain, périurbain, rural, rural profond, etc. C'est la même République. Et on doit y mettre les mêmes accents de volonté et de compétence au service de ces valeurs républicaines. Alors, nous avons quelque chose que nous n'avons pas encore purgé dans notre organisation territoriale. C'est le rôle et la place des intercommunalités. Il est temps de donner aux intercommunalités leur vraie place. Parce que finalement, les intercommunalités ne sont jamais que des réunions de maires et de communes. Donc aujourd'hui, travailler sur l'ensemble des territoires en reconnaissant les intercommunalités comme le lieu nouveau de dialogue et de mise en œuvre, y compris dans les transitions, que ce soit celles que nous avons évoquées ce matin, que ce soit celles sur l'organisation des soins de santé, on ne fera rien sans les intercommunalités sur les soins de santé. Donc le vrai tournant que nous devrions exiger à l'occasion des élections à venir, c'est d'accentuer notre travail, nous, France urbaine, avec les intercommunalités et de faire en sorte qu'il y ait de véritables contrats autour et avec les intercommunalités, avec les services de l'État, avec les grands services de l'État, avec l'ensemble des partenaires économiques. Et c'est cette force des intercommunalités aujourd'hui qui serait la garantie du succès de l'association forte de tous ces territoires. Alors, vous voyez qu'il y a du travail. Une étape intéressante a été franchie ce matin. La manière dont nous allons traiter avec les ministres en place actuellement pour prendre tout ce qu'il est possible qui correspond à nos ambitions
est devant nous. La qualité, je dirais, du travail qui est fait, la qualité aussi de l'accueil de Madame le maire de Paris nous permet aussi de donner du sens et de la force à nos engagements. Donc, sans plus tarder, je vous dis que le chemin qui est devant nous ne fait que commencer, parce qu'il y a la législation qui doit évoluer, mais il y a aussi, pendant les campagnes électorales, et sur la base de ce que nous avons avancé avec France Urbaine, mais aussi sur le respect que nous mettons avec les autres pour travailler, notamment avec les intercommunalités, nous met au rendez-vous de la garantie et de la modernité. Je vous remercie. Merci beaucoup André Rossino, secrétaire général de France Urbaine, président de la métropole du Grand Nancy. Merci beaucoup. Deuxième séquence de cette matinée, la réflexion justement de France Urbaine sur l'actualité du moment. Et Dieu sait si cette actualité est riche et surtout sensible à quelques mois maintenant d'élections de la plus haute importance, les élections municipales. Pour cette dernière table ronde de cette matinée, j'appelle sur ce plateau Catherine Vautrin, la présidente, je le rappelle, de la communauté urbaine du Grand Reims. J'appelle Johanna Roland, également, maire de Nantes, présidente de Nantes Métropole. Merci de nous rejoindre, Madame Roland. Christian Estrosi est également des nôtres, maire de Nice, bien sûr, président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Venez nous rejoindre, monsieur le maire. J'appelle François Rebsamen, qui est dans cette salle, je l'ai vu, maire de Dijon, président de Dijon Métropole. Merci, monsieur Rebsamen, d'être avec nous. Enfin, Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre chargé de l'Action et des Comptes publics, va également nous rejoindre pour cette dernière partie de cette matinée. Installez-vous. Asseyez-vous, monsieur Estrosi, monsieur Rebsamen. Merci en tout cas d'être avec nous pour partager ensemble vos réflexions pour cette fin de matinée. Je m'adresserai tout de suite à vous, Christian Estrosi, en premier. On l'a dit, hein, c'est toute une séquence législative, ça a été développé à l'instant par monsieur Rossino qui se profile et qui a trait au territoire. D'abord un texte, engagement et proximité, un texte défendu par Sébastien Lecornu, qui prévoit la mise en place, entre autres, de ce très attendu statut de l'élu depuis le temps qu'on en parle. Ensuite, ce texte défendu et porté par Jacqueline Gouraud, qui sera avec nous cet après-midi, le projet de loi différenciation et décentralisation. Enfin, ce projet de révision constitutionnelle, renouveau de la vie démocratique, qui vise entre autres à donner plus de liberté au territoire, notamment par l'introduction d'un droit de différenciation. Et ce mot, justement, différenciation, Christian Estrosi, il revient souvent. Est-ce pour vous la clé de ce qu'il faudrait faire, la clé, j'allais dire, du destin ou de l'avenir des grandes villes, des grandes métropoles? Christian Estrosi. Oui, sans aucun doute. Je crois sincèrement que tous ceux qui sont là, qui administrent remarquablement leur territoire avec leur cœur, leur passion, leurs intuitions, leur sensibilité, le font aussi par rapport à l'histoire, l'authenticité, la culture, l'identité d'un territoire, une relation à des hommes et des femmes qui ont souvent leurs racines dans ce territoire, avec des traditions, puis des territoires qui sont du littoral, des territoires de montagne, des territoires qui sont à la fois urbains et ruraux, et de plus en plus la dimension métropolitaine que certains d'entre nous ont pris avec la réforme sur les grandes intercommunalités démontre que ce sont des territoires de grande solidarité entre le milieu urbain et le milieu rural, où il y a une juste redistribution par le monde urbain vers la ruralité de leur intercommunalité des richesses entre tous, et où on est non pas dans l'égalité mais dans l'équité. Et ça démontre en tout cas que la France n'est pas uniforme et qu'aujourd'hui, permettre ce droit à la différenciation et en même temps ce droit à l'expérimentation. Parce que je crois que
ce qu'il y a de pire, c'est que trop souvent par le passé, on a décidé que tout serait sur ce modèle-là. Puis on se rend compte à l'expérience que ce modèle-là, il ne peut pas marcher partout. Donc, au fond, rentrer dans ce qui serait assez novateur, même si ça existe déjà un peu. C'est ce que j'allais vous dire en termes d'expérimentation, par exemple. Ça existe déjà. Oui, mais trop peu et trop peu visible. Mais par contre, laisser à ceux qui seraient candidats à certaines expérimentations vraiment la possibilité de le faire pour que chacun puisse voir, mesurer et qu'on puisse rectifier les choses, réajuster, pas se dire qu'elles sont gravées dans le marbre définitivement. Moi, au fond, je trouve que cette proposition du gouvernement est intéressante. Mais, pardon de dire, après avoir Il y a un quelque chose de très agréable au gouvernement, j'ai envie de lui faire confiance. Mais pour que la confiance soit là, encore faut-il que le gouvernement, plutôt que de passer son temps à dire on fait confiance aux collectivités, le fasse vraiment, nous associe vraiment. Il y a une réalité qui est issue de l'interdiction du cumul entre les mandats parlementaires et les mandats des collectivités territoriales. Et je ne suis pas de ceux qui réclament qu'on revienne en arrière. Au fond, ça y est, on a fait notre choix pour beaucoup d'entre nous et nous sommes très heureux de l'assumer pleinement. Et je suis très heureux d'être 100% élu de ma ville et de ma métropole et de ne faire que ça. Il y a juste un petit truc qui me gêne. C'est que je continue à voir que le gouvernement décide, que le Parlement délibère et débat, sans que quelque part nous ne soyons associés. C'est-à-dire qu'on continue à voter des textes, à prendre des mesures réglementaires et à nous demander de les appliquer sans nous avoir associés en amont à leur définition. Je suis le PDG aujourd'hui d'une entreprise qui a 15 000 salariés, sur 600 000 habitants et 49 communes qui partent du littoral pour monter jusqu'à 3200 mètres d'altitude. Si on rajoute les régies publiques, des transports de l'eau, de l'assainissement, etc., c'est-à-dire 22 000 personnes à peu près, et on pratique 163 métiers. C'est-à-dire qu'on gère la vie. Pour moi, la cité, le territoire, c'est la vie, et nous sommes les gestionnaires de cette vie. Et vous avez envie qu'on vous écoute plus. Et à aucun moment, je ne suis interrogé sur la manière des conséquences que va générer un texte quand on va me demander de le mettre en pratique pour gérer la vie des hommes, des femmes et des enfants dont j'ai la responsabilité. Tenez, je ne vous prends que l'exemple le plus récent. J'ai découvert hier, comme beaucoup, 55 mesures pour lutter contre la drogue, contre les trafics, les dealers, etc. Un des plus grands fléaux que nous connaissons dans nos villes aujourd'hui et qui monte en puissance de manière incroyable. Ce n'est pas nouveau, ça fait 30 ans. Mais nous voyons aujourd'hui qu'avec la mondialisation, la circulation, la banalisation, ça monte très violemment en puissance. Que nous avons des quartiers qui sont totalement pris en otage aujourd'hui par ces phénomènes, et non pas par des habitants du quartier, mais par des gens de l'extérieur, quelquefois étrangers, qui sont des gestionnaires de réseaux, et qui décident de jeter leur dévolu sur un quartier, avec Jean-Luc Moudinque et quelques autres maires de France urbaine. On avait d'ailleurs signé une demande auprès du gouvernement pour être entendu sur ce sujet. Et vous auriez eu envie d'avoir des choses à dire sur ces 55 mesures qui nous concernent, nous, directement, où nous avons des plateformes européennes de trafic. J'ai regardé quelques-unes d'entre elles hier incidemment. Je vois la mesure 15, invitation des polices municipales et des bailleurs sociaux pour donner des renseignements. C'est fait depuis longtemps. Toutes les semaines, je remets à mon préfet, à mon procureur, des piles de documents comme ça, où dans ma relation avec les bailleurs et les comités de quartier, on leur dit voilà ce qui se passe.
dans tel pâté d'immeuble, dans tel truc. Mesure 15, comme si c'était quelque chose de nouveau. On n'a jamais été entendu, ça n'a jamais eu de suite. Bon, si la mesure 15, qui n'est pas une mesure nouvelle, même si on l'a fait apparaître pour une mesure nouvelle, devait enfin trouver au moins une application, je dis tant mieux, on est candidat pour ça, pour collaborer. Et quand je vois qu'au plan local, on dit qu'on va mettre en place une plateforme de décision entre le préfet et le procureur de la République, et le maire, il est où là? Alors que c'est le premier concerné. Donc voilà, je dis formidable, ok, différenciation, expérimentation, mais de grâce, associer le premier concerné, le gestionnaire du territoire, le maire. Et j'ai vu également, Christian Estrosi, que vous mettiez en avant le droit à l'erreur en cas d'expérimentation. Ce droit à l'erreur, ça peut arriver. Mais justement, l'expérimentation, c'est là pour mesurer si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Et si ça ne marche pas, plutôt que de continuer à aller dans le mur en klaxonnant, il vaut mieux rectifier l'aiguillage. Donc votre credo, l'État doit faire beaucoup plus confiance aux acteurs de terrain que vous êtes aujourd'hui. Mais c'est son intérêt. Ça marchera tellement mieux. Quand on pense qu'on représente 60% de la commande publique dans ce pays, c'est-à-dire 10% du PIB qui revient dans notre pays, de part de croissance, sur tous ces sujets, si on nous fait confiance, qui sera le gagnant à l'arrivée? Puis il y a un truc que je demande, c'est qu'on arrête aussi de mélanger la dette des collectivités et la dette de l'État. La dette de l'État, l'État dit aujourd'hui il faut faire des... on nous propose des contrats d'objectifs, on a tous signé, on les respecte, on les suit, et on essaie de faire croire que la France est endettée autant à cause des collectivités que de l'État. C'est faux. C'est faux parce que la dette des collectivités, c'est de l'investissement, c'est de la croissance, c'est de la richesse, c'est de l'emploi. Alors que la dette de l'État, ça n'est que pour essayer de faire face à cette demande, à ces montées croissantes de dépenses de fonctionnement, à ces charges de fonctionnement et de faire face à ses propres déficits publics. Voilà, pour ça que là aussi, je voudrais qu'on arrête ce mélange des genres qui est insupportable. Aujourd'hui, si nous avons la Banque européenne d'investissement ou la CDC qui nous prête à des taux de 0,9% ou de 1,1% sur la construction d'un tramway, sur la construction de territoires de mobilité et autres, c'est tout simplement parce qu'ils savent que, comme un chef d'entreprise, on fait nos calculs avec des périodes d'amortissement de 20 à 30 ans qui ne font que rapporter en matière de croissance, qui rapportent aussi en matière de transition écologique parce qu'on assainit l'ensemble de nos territoires sur la mobilité, par exemple, et ça n'a rien à voir avec la dette de l'État qui est utilisée à des choses beaucoup moins vertueuses que celles que nous utilisons nous-mêmes. Merci Christian Estrosi. J'aimerais avoir simplement le sentiment rapide d'Olivier Dussopt sur 2-3 points évoqués par le maire de Nice, Olivier Dussopt, sur cette relation de confiance, sur cette relation permanente de dialogue entre l'État, ses services, les collectivités, en particulier les grandes villes, les métropoles. Ça, c'est un levier pour faire avancer les choses, en particulier sur des domaines aussi sensibles que la différenciation qu'évoquait Christian Estrosi à l'instant. Oui, je vais m'en tenir à la différenciation, puisque vous imaginez que je ne suis pas forcément dans mon champ de compétences sur la question de la lutte contre les trafiquants. Je n'avais pas noté que je venais en débattre ce matin. Donc je vais rester sur les questions de différenciation et de fiscalité. Sur l'association des collectivités, c'était évidemment un levier. C'est un levier et je pense que ce gouvernement, le gouvernement auquel j'appartiens, comme les précédents, et certainement comme les suivants, pourront toujours faire mieux en matière d'association des collectivités. On peut toujours mieux travailler et je crois que beaucoup d'élus présents ici, beaucoup de responsables d'associations d'élus peuvent témoigner que d'un sujet à l'autre et d'une période à l'autre, car en la matière, je pense que chacun peut aussi avoir en tête ou imaginer que cette inégalité dans le dialogue, quand je dis inégalité, ce manque de régularité est quelque chose qui peut être partagé. Donc améliorons-nous collectivement sur ces aspects-là pour faire en sorte de mieux associer. On a essayé sur un certain nombre de textes de le faire. Sur la question de la différenciation territoriale, cela renvoie à la révision constitutionnelle. Cela renvoie au texte que Jacqueline Gouraud prépare pour l'année prochaine en matière de décentralisation. Et je pense que la période qui s'ouvre
après les débats qui ont déjà eu lieu, les échanges qui ont déjà eu lieu, sera une période extrêmement propice à ce débat-là. Nous avons essayé de le faire, et j'ai essayé de le faire sur les questions de fonction publique, et je crois que la coordination des employeurs, qui a été initiée par Philippe Laurent, le président du CSFPT, qui regroupe toutes les associations dites représentatives ou généralistes des élus, a travaillé étroitement avec moi-même, avec mes équipes, avec les services de l'État, et qu'à la fin, le texte tel qu'il sort du Parlement est un texte qui convient et qui a été, pour la partie de la fonction publique territoriale, d'une certaine manière co-construit. Et j'avais d'emblée dit que j'étais prêt à des différenciations entre le volet de la fonction publique, le versant territorial, et les deux autres versants pour répondre aux besoins des élus. Il y a, si on veut aller au fond des choses sur ce point, un engagement que je n'ai pas pu tenir en la matière, qui est le fait que les collectivités, la grande partie des associations, nous avaient demandé à ne pas permettre la conclusion de contrats de 3 ans renouvelables une fois en catégorie C, considérant que l'extension de cette possibilité de la catégorie A à la catégorie B était suffisante dans la fonction publique territoriale. C'est le texte que le gouvernement a déposé, c'est le texte que l'Assemblée nationale a adopté, mais ce n'est pas le texte que le Sénat a adopté. Le Sénat a considéré que sa capacité à représenter les territoires l'amenait à avoir cette légitimité pour ouvrir aux catégories C. Et vous savez les uns et les autres que parfois, lorsqu'on aborde une commission mixte paritaire, il faut que les concessions soient faites de part et d'autre pour que le texte puisse déboucher. Mais je pense que nous devons réussir à faire des choses ensemble, avancer ensemble, y compris d'ailleurs sur les délais d'application. Je fais référence par exemple aux mesures relatives au temps de travail. Enfin, mais peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir dans un instant à l'occasion d'autres échanges, nous préparons un certain nombre de réformes financières. Je pense notamment à la suppression de la taxe d'habitation et plus que sa suppression, la compensation pour les communes. Là aussi, nous avons initié un cycle d'échanges. Il y a des différences, il y a des divergences, il y a des expressions ou des attentes qui ne sont pas les mêmes entre le gouvernement, les associations, qui ne sont pas toujours les mêmes. D'ailleurs, entre les associations elles-mêmes, et c'est normal, puisque chaque strate de collectivité a des intérêts, notamment en matière de fiscalité, qui peuvent être des intérêts différents. Mais j'ai bon espoir que lorsque le projet de loi sera présenté au Conseil le projet de loi de finances sera présenté au Conseil des ministres la semaine prochaine, la réponse que nous apportons en matière de compensation soit une réponse qui, d'une part, soit rassurante, qui, d'autre part, soit considérée, parce que c'est notre objectif et que je crois qu'il est atteint, comme une réponse pérenne, et que nous pourrons aussi partager ensemble le fait qu'un grand nombre des demandes qui ont été exprimées par les associations d'élus à l'occasion de la présentation du modèle global de compensation ont été entendues et que nous avons fait en sorte d'améliorer le système que nous avons proposé au mois de juillet d'ici la présentation au Conseil des ministres la semaine prochaine. Alors Olivier Dussopt, bien sûr qu'on va revenir sur ces aspects fiscaux avec en particulier François Rebsamen tout à l'heure, mais j'aimerais donner la parole tout de suite à Johanna Roland, la maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole. On peut imaginer, madame, très aisément l'avenir des villes travaillant plus librement et de manière plus autonome. On ne peut pas imaginer en revanche des villes qui travailleraient en autarcie. Et ça, c'est toute l'idée, c'est tout l'esprit de cette alliance des territoires que vous préconisez en particulier au sein de France urbaine. Alors, comment cultiver, comment développer ces complémentarités entre, et ça, Christian Estrosi, à mon avis, il aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, entre par exemple les territoires urbains et les grandes métropoles, comme la vôtre par exemple. La première chose, c'est que pour parler de l'Alliance des territoires, il faut parler des villes et des campagnes. Et donc, il faut aussi parler des villes. Je le dis parce que, encore ce matin, je suis frappée de voir à quel point on a parfois du mal, aujourd'hui, à parler de nos villes. Quand en permanence, cette petite musique instille l'opposition entre les territoires urbains et les territoires ruraux, qualifiant tous les territoires urbains de riches et prospères et tous les territoires ruraux de territoires en déshérence. C'est une caricature de tous nos territoires. Je connais nombre de territoires ruraux pleins de créativité et d'innovation et je refuse que nous fassions semblant d'oublier que jusqu'à preuve du contraire, toutes les grandes poches de précarité dans ce pays sont dans nos quartiers politiques de la ville et sont donc à l'intérieur de nos métropoles. Donc la première condition pour parler de l'Alliance de territoire, c'est de parler de nos villes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de parler de nos villes dans ce qu'elles peuvent amener demain. Parce que le point commun de tous les responsables politiques qui sont ici, c'est de contribuer à inventer l'avenir. Les territoires ne sont pas des courroies de transmission d'une politique nationale. Les territoires ne sont pas simplement des lieux sympathiques de petites expérimentations.
Nos territoires ne sont pas simplement des lieux de gestion. Nos territoires sont des lieux d'imagination où on est capable d'inventer des solutions qui peuvent demain rayonner à l'échelle locale, à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Pour cela, il nous faut une troisième condition, c'est que la clarté du dialogue soit là et qu'on puisse naviguer sur les différentes échelles. Je vais prendre un exemple. La loi sur le gaspillage, qui a été évoquée tout à l'heure, c'est une avancée. C'est une bonne chose d'avoir mis ce sujet à l'agenda. Quand on regarde notamment les articles 5 et 6, il y a des choses très concrètes. Mais il y a aussi des oublis aujourd'hui. J'en cite un. On veut développer le fait de pouvoir recycler les invendus pour nos associations de grande précarité. C'est très bien, mais comment on l'encadre? Le scandale du poulet sans viande, par exemple. Comment on fait pour que demain nos invendus alimentaires n'échappent pas aux règles élémentaires qui sont absolument nécessaires? Pour ça, on a besoin d'être au plus près du terrain, de parler avec nos associations et de parler à Bruxelles, parce que pendant qu'on parle, le Secours populaire et bien d'autres continuent à se battre parce que l'évolution de la réglementation européenne fait que demain, ils auront moins de réponses qu'aujourd'hui. Ensuite, il faut, entre nous, avoir un langage de vérité. Et je veux prendre un exemple. Parce que je regrette que, tout à l'heure, il y ait eu à nouveau une inexactitude de répéter. L'arrêté que nous avons pris, en effet, avec plusieurs maires de grandes villes sur les pesticides. On peut être pour, on peut être contre, c'est la qualité du débat démocratique. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sujet, parce que c'est inexact. Parce que c'est inexact. Je redis ici que dans toutes les grandes villes, il y a eu des avancées historiques. Dans ma ville, on a interdit ces produits en 2002 pour nos espaces verts. Autant vous dire que ça date un peu. Ensuite, il y a eu la loi Labbé. Mais disons les choses très clairement, aujourd'hui, quelqu'un qui fait faire son jardin par une entreprise privée n'a aucune garantie que ces produits ne sont pas utilisés. Alors je ne peux pas accepter, je le dis tranquillement, qu'on dise qu'il y a là une simple question de communication, parce que les enfants de nos villes, ils sont concernés par ces sujets. Ça m'amène à l'Alliance des territoires. Il y a derrière cette musique quelque chose qui dirait que les villes seraient moins légitimes à s'exprimer sur des sujets qui concerneraient d'abord les territoires ruraux, comme s'il y avait une frontière hermétique dans l'espace, dans l'atmosphère, entre nos villes et les territoires ruraux juste à côté. Ce qu'on est en capacité d'inventer, ce qu'on fait, je crois, les uns et les autres, avec nos sensibilités, nos histoires différentes au sein de France urbaine, c'est d'être force de proposition sur ces sujets. Et de dire, par exemple, sur l'alimentation, que l'avenir, parce que l'avenir c'est l'économie circulaire, parce que l'avenir c'est la transition écologique, c'est de penser nos interactions, nos logiques gagnant-gagnantes. Je prends un exemple concret. Sur mon territoire, j'ai signé il y a maintenant 1 an un contrat de réciprocité avec le Pays de Ré, un territoire environnant. On a pris 2 sujets, on n'a pas fait une usine à gaz, on n'a pas attendu 3 ans et demi pour le mettre en place, on a signé sur alimentation et mobilité. Considérant que sur l'alimentation, quand on regarde les lieux de production et les lieux de consommation, bien sûr qu'il faut penser les choses à une échelle d'un territoire plus grand, et que sur les questions de mobilité, la congestion est un des fléaux de nos grandes villes, et que la crise des Gilets jaunes a rappelé dans le même temps que le temps de trajet domicile-travail et le pouvoir d'achat qui y était afférent était un vrai sujet. Nous, on est là pour chercher des solutions qui rassemblent. Je terminerai par un dernier point. Moi, je crois que dans cette alliance des territoires, nos grandes métropoles, nos grandes intercommunalités ont un rôle à jouer. Et je le dis devant un vrai connaisseur de l'action territoriale, Monsieur le ministre. Je pense que nous devons garder une vigilance à ce que le débat public, tel qu'il se profile aujourd'hui, ne signe pas le retour en arrière de l'intercommunalité. Les uns et les autres ont contribué depuis 10 ans à faire progresser l'intercommunalité. Bien sûr, elle doit être adaptée. Bien sûr, il faut regarder les choses au cas par cas. Mais n'oublions pas que dans toutes nos grandes métropoles, s'il n'y avait pas eu cette pensée métropolitaine, il n'y aurait pas, par exemple, des réseaux de transport public qui font que nos quartiers politiques de la ville pourraient venir sont desservis. Eh bien, merci beaucoup, madame, de ces précisions sur l'alliance des territoires et la doctrine de France urbaine en la matière. Olivier Dussopt a commencé à en parler tout à l'heure, mais un mot. Je peux ajouter juste un dernier mot, parce que j'ai un point d'accord total avec Christian Estrosi, et comme ce n'est pas sur tous les sujets, je crois qu'on peut le concéder, ça peut être révélateur. Lequel ? Ce qu'il a évoqué sur la question de la sécurité.
tous les grands maires de grandes villes ici disent aujourd'hui, nous avons une difficulté sur ce sujet. Aujourd'hui, nous sommes en question et aujourd'hui, nous avons besoin d'un niveau de discussion stratégique sur quel est le nouveau contrat à passer entre les grandes villes et l'État sur le sujet. Mais je n'adresse pas cette question à Olivier Dussopt directement. Merci beaucoup, madame. Olivier Dussopt, rapidement, parce qu'après, on va parler finances. Même si la question ne m'est pas adressée par Johanna, je ne reviens pas sur le débat que Brune a mené tout à l'heure en matière de pesticides, mais sur 2 points. Le premier point, c'est que sur l'Alliance des territoires, ce n'était pas le secrétaire d'État qui vous répond, mais plutôt l'ancien président des petites villes pour dire que je partage tout. Et sur la question de la sécurité, j'ai entendu ce qu'a dit Christian Estrosi, et je crois que le ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'État ont aussi dit qu'au-delà des propositions avancées hier, il fallait qu'il y ait un travail commun. Ce travail commun, il doit être fait avec les maires des grandes villes, parce que Johanna le disait, c'est une problématique quotidienne et qui est exacerbée aujourd'hui. C'est le cas aussi, et je reprends ma casquette petite ville que j'ai laissée il y a quelques mois, c'est le cas des villes moyennes, c'est le cas des petites villes, avec les mêmes phénomènes qui se développent, de taille moins importante, mais avec la même capacité de nuisance pour le quotidien et l'insécurité des habitants. Merci Olivier Dussopt. Alors, on a parlé de révolution ce matin, révolution numérique, révolution écologique. Il y en a une autre révolution qui se profile. On en saura beaucoup plus dans une semaine, vous l'avez dit, Olivier Dussopt, avec la présentation du projet de loi de finances au Conseil des ministres mercredi prochain. Une révolution dans le domaine fiscal. D'ici peu, vous le savez tous, d'ici 2022, eh bien, les collectivités vont basculer dans une certaine inconnue, sinon dans un nouveau monde, un monde sans taxe d'habitation. François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon Métropole, est-ce que le maire de Dijon eh bien, appréhende, tend le dos à cette révolution fiscale annoncée? Bonjour à toutes et à tous. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire combien je partage ce qui a été dit par Christian Estrosi et par Johanna Rolland, notamment dans le domaine de la sécurité. La sécurité, certes, elle se retrouve aussi, ce problème se retrouve aussi dans les petites et moyennes villes, je ne le nie pas, mais dans nos quartiers, de les politiques de la ville, nous sommes confrontés aujourd'hui à des zones, on disait à l'époque des zones de non-droit. Elles existent d'autant plus qu'il n'y a plus de policiers. Je voudrais dire la chose simplement, je me permets de le dire comme ça, il n'y a plus de policiers. La police de proximité a été remplacée par une police d'ordre, et cette police d'ordre, elle fait du maintien de l'ordre contre les gilets jaunes, mais elle n'est plus dans nos quartiers. Elle n'est plus dans nos quartiers. Et se développe une économie de la drogue un peu partout. Et donc, nous avons, avec plusieurs maires de grandes villes, nous avons écrit à Christian Estrosi, j'allais dire, avec Christian Estrosi, nous avons écrit à Nicole Belloubet et à Christophe Castaner, et nous avons une réponse sympathique, mais nous attendons des mesures concrètes, des réunions, du travail ensemble, et c'est ce que nous voulons. Je regarde Gaël Perdriau, il le sait, il a porté nos revendications au nom de France Urbaine souvent auprès des ministres de l'Intérieur qui se sont succédés. Voilà, il a porté nos revendications, on attend des réponses maintenant, hein, je voulais dire ça. Alors par contre, on a fait un bon travail de réflexion sur l'évolution fiscale, je voudrais le dire ici, et saluer le travail qui a été fait, l'écoute que nous avons eue avec le gouvernement. Il existe un lien indéfectible entre les maires et leur territoire. Et j'allais dire que c'est un cercle vertueux qui s'est fait au fil du temps. Les maires sont des bâtisseurs. Les maires facilitent ou construisent, pas directement, mais facilitent la construction de logements pour permettre à tous les habitants d'une ville de pouvoir loger dans cette ville. Ville, Johanna Rolland l'a rappelé, où c'est là où il y a le plus de pauvres. Je me permets de le rappeler aussi, ça permet quand même de temps en temps de dire les choses. C'est dans les villes, dans les grandes villes, qu'il y a le plus de pauvres. Oui, parce qu'on est très nombreux dans les grandes villes. C'est là où il y a le plus de pauvres. Donc nous avons un devoir de loger tous les habitants de nos villes. Nous n'y arrivons pas encore. Il y a encore des demandes d'attente de logement. Et donc, nous devons continuer de construire ou de faciliter la construction de logements sociaux. Et si nous avons fait un bon travail, je le dis, de remplacement de la taxe d'habitation par la descente du foncier bâti, je ne veux pas rentrer dans les explications trop techniques, du foncier bâti aux communes, je dis bien aux communes, eh bien, je pose des questions pour la suite. Et ça, je voudrais ouvrir, je l'avais fait quand on a rencontré le gouvernement, avec Gérald Darmanin d'ailleurs, j'avais ouvert deux, trois pistes de réflexion. Le cercle vertueux, c'est que
on construit des logements, on loge des gens, et en retour, c'est normal, on récupère un impôt qui nous permet de continuer à construire des logements et à loger les gens. Donc, demain, quel intérêt, je pose des questions pour qu'on puisse avoir un débat, demain, quel sera l'intérêt des maires à continuer à construire du logement social, notamment, je dis bien social notamment, c'était 130 000 il y a 2-3 ans, ça doit être à peine 100 000 aujourd'hui, mais c'est 100 000 logements qui sont construits chaque année dans notre pays, par les villes, par les grandes agglomérations, les métropoles. Et nous en avons un retour certes modeste, mais nous en avons un retour. Si demain, il n'y a plus de retour sur l'investissement, c'est le cas de le dire, quel sera l'intérêt des maires de porter du logement social dont on sait, et je ne veux surtout pas stigmatiser le logement social, mais dont on sait qu'il comporte par ailleurs un certain nombre d'engagements auprès des CCAS de nos villes, de suivi à avoir des populations qui sont logées. Donc première question. Et deuxième question, celle-là elle m'interroge un peu plus parce qu'on n'a pas eu encore aujourd'hui, mais rien n'est figé en la matière, je le crois, on n'a pas eu de réponse à cette question qui me semblait essentielle. On retire la taxe d'habitation des EPCI et dans nos métropoles, on perd donc cette taxe d'habitation que nous avions et donc un lien quand même avec les habitants et on nous dit vous allez avoir de la TVA. Alors je voudrais dire que je parlais de ce lien indéfectible qui existe entre un maire, un président de métropole, de grande agglomération et son propre territoire et ses habitants. Nous nous battons tous les jours pour développer nos territoires de manière durable. Tout ce qui a été dit sur l'écologie, bien sûr, nous le partageons. Je fais une parenthèse qui va surprendre tout le monde, parce que personne n'en parle, donc ça veut dire que ce n'est pas de la communication. J'ai pris un arrêté anti-glyphosate. Je n'ai pas pris un arrêté contre les pesticides. Ça fait bien longtemps que la ville de Dijon, il n'y a plus de pesticides. On est zéro phyto au niveau de notre propre action. Pourquoi? Parce que les entreprises qui gèrent les copropriétés et les espaces, elles arrosent souvent avec du glyphosate. Ça s'appelle le Roundup, vous pouvez encore en trouver dans certains endroits. Et qu'est-ce qui se passe quand on met du Roundup sur des allées? Eh bien, quand il y a des ruches autour, toutes les abeilles, elles meurent. Et c'est suite à la destruction de ruches, comme ça que j'ai pris cette décision. Et j'ai vu avec plaisir que le président de la République, je vais clore là-dessus, a dit que les maires avaient raison d'essayer de protéger leur population. Donc j'attends que la législation change pour qu'on puisse encore mieux protéger la population. Mais revenons, excusez-moi de cette parenthèse, revenons vite à cette histoire. Si demain, nous n'avons plus, là non plus, d'intérêt à développer des zones d'activité économique, à faire venir des entreprises. Là encore, c'est des dépenses de faire venir des entreprises, bien évidemment. Nous le faisons avec volonté, mais c'est des dépenses. Il faut faire de la voirie, il faut accueillir, etc. Il faut faire tout l'environnement de l'entreprise. Nous, on fait l'environnement de l'entreprise, les transports, etc. Si on n'a plus de retour, ça veut dire qu'on n'aura plus forcément, les uns les autres, la même envie de le faire. Donc ce lien qui existe, d'aller-retour entre l'action des maires, leur territoire, leurs habitants, eh bien, c'était aussi une relation qui se passe par la fiscalité. Et donc, je dis que pourquoi n'a-t-on pas été un peu plus loin et pourquoi n'a-t-on pas donné la moitié de la CVAE, de la taxe qui est connue sur la valeur ajoutée des entreprises, cette cotisation, pourquoi ne nous l'avons pas partagée entre les seuls qui ont la compétence économique, jusqu'à preuve du contraire, les régions et les grandes agglomérations, les métropoles. Pourquoi? Je le sais très bien. Parce qu'il y a une résistance des départements. Il faut dire les choses comme ça. Et donc cette résistance des départements, aujourd'hui, ne me semble pas se justifier. Parce qu'ils ne réclament pas la compétence économique. Ils ont à distribuer. D'ailleurs, ils ne veulent même pas, des fois, lâcher leur aide sociale quand on leur demande, alors que la loi peut le permettre. C'est une parenthèse que d'aucuns comprendront, mais ils ne réclament pas le développement économique. Ils disent je me replie sur mes compétences et donc je n'ai plus le développement économique. Et donc, pourquoi leur laisser une part de CVAE et ne pas la donner à ceux qui l'ont? Par contre, on me dit, ce qui est juste, il y a des territoires plus petits, les EPCI plus petits, bravo pour le développement de l'Interco. J'étais commissaire du gouvernement sur la loi ATR en 1992, donc je connais à peu près le sujet à l'époque. Et quand on parlait à l'époque de coopération intercommunale,
Il a fallu bien 15 ans pour faire rentrer ça dans les têtes. Et donc, je voudrais dire ici qu'il y a des territoires plus petits, il y a des EPCI qui sont des communautés de communes fort respectables, qui ont de l'innovation, etc., mais qui n'ont pas les mêmes moyens de développement économique que les grandes agglomérations ou les métropoles. Qu'elles aient une part de TVA, ce qui est beaucoup plus, j'allais dire, plus sûr pour elles, ça me semblerait logique, et que celles qui prennent le risque de développer, elles aient en retour un impôt économique. Cela me semble assez clair. On m'a dit que tout ça pouvait encore se discuter, pas tout de suite, ça ne va pas se régler tout de suite, je le sais. Mais enfin, on peut l'avoir en tête quand même. C'est assez curieux des fois. Ben oui, c'est quand même l'esprit français. On l'aime bien. Merci. Merci beaucoup François Rebsamen pour vos réflexions sur lesquelles va revenir tout de suite Olivier Dussopt sur 2 points. D'abord, premier point évoqué par le maire de Dijon, cette définition d'une éventuelle prime, j'allais dire, aux maires bâtisseurs, ceux qui font des HLM par exemple, comme le disait François Rebsamen à l'instant. Sur ces 2 points et sur la réforme de la fiscalité, en tout cas le mode que le gouvernement propose de compensation de la perte de taxe d'habitation pour les collectivités et des conséquences que cela entraîne. Je fais vite pour les premiers points, non pas que ce soit pas important, mais parce que je suis devant France Urbaine et que je pense que c'est la question du bloc local qui vous intéresse le plus. Nous avons acté que nous compenserions, normalement par de la dotation, les 300 millions de frais de gestion sur la taxe d'habitation que les régions perçoivent aujourd'hui, et qui par définition, n'ayant plus de taxe d'habitation, disparaissent, et donc nous les compenserons plutôt par la dotation. Nous avons acté, et François le disait à l'instant, ça crée des résistances et du débat, le fait de compenser aux départements la taxe foncière qu'ils perçoivent jusqu'alors par une fraction de TVA sur le modèle de ce que perçoivent les régions, et les régions ont pu constater une dynamique assez marquée, puisqu'entre ce qu'elles ont perçu en 2017 et ce qu'elles vont percevoir en 2020, il y a une augmentation de 400 millions de la fraction de TVA, sans augmentation du taux. C'est quand même relativement dynamique. Ça, c'est pour la partie départementale et régionale. Pour le bloc local, nous avons retenu le modèle suivant et qui marque une différence avec les propositions de France Urbaine et un point de débat que je prends bien volontiers car ça fait partie des choses que l'on doit pouvoir regarder et améliorer. La différence, c'est qu'effectivement, pour les intercommunalités, nous privilégions l'affectation d'une fraction de TVA, considérant que l'affectation de la CVAE qui est proposée rencontre parfois des difficultés de territorialisation, considérant aussi que nous avons, à travers la CFE, à travers la taxe foncière, un moyen de garantir le lien entre le développement, l'aménagement du territoire et le dynamisme de ses recettes, et donc un lien qui reste fort entre l'intercommunalité, les politiques qu'elle met en œuvre, et la fiscalité qui reste au niveau de l'intercommunalité, puisque, et je crois que c'était une attente forte des intercommunalités, notamment de celles que vous représentez aussi, nous avons maintenu la fraction de taxe foncière des intercommunalités au niveau de l'intercommunalité, puisqu'à un moment, il était envisagé de descendre aux communes la totalité de la taxe foncière. Et enfin, pour les communes, nous avons fait le choix d'affecter la taxe foncière des départements avec un mécanisme de correction dont nous voulons absolument qu'il ne soit pas un mécanisme qui ressemble au FNGIR. Le FNGIR oblige les collectivités contributrices à inscrire dans leurs dépenses une somme d'année en année, somme qui perd son sens, somme qui ne correspond plus aux évolutions du territoire. Et donc nous ne voulons pas reproduire le FNGIR qui est en première année est un bon système, en deuxième année se dégrade et en 15e année n'est plus considéré comme acceptable. Ce que nous voulons faire, c'est mettre en place un coefficient de correction qui permette de dire que lorsqu'une commune perçoit 80 de taxes d'habitation et que le département perçoit 100 de taxes foncières sur le territoire, on met un coefficient à 0,8 et la commune perçoit 0,8. Là où il y a un avantage par rapport au FNGIR, c'est que c'est une forme de prélèvement à la source sans inscription budgétaire dans le temps comme cela a été vu. Et surtout, ce coefficient s'applique sur le produit et donc il permet de verser aux communes surcompensées comme sous-compensées, j'en dirai un mot, des recettes qui soient des recettes dynamiques puisqu'elles vont varier en même temps que les valeurs locatives et les bases d'imposition vont varier. Et donc ça garantit une compensation aux communes, quelle que soit leur situation sous-compensée ou surcompensée, qui est une compensation dynamique puisqu'appuyée sur l'évolution des bases de la taxe foncière, ce qui en soi, je pense, est un élément rassurant et ça correspond à l'engagement du 24 novembre 2017 du président de la République au congrès de l'AMF sur le caractère dynamique de la recette. Il y a, dans ce que François disait, une difficulté que j'entends
sur l'intérêt qu'aurait un maire à construire du logement social. Cette question de l'intérêt à construire du logement social existe déjà. Elle existe déjà de manière peut-être un peu moins marquée, mais elle existe. Elle existe parce que les exonérations de taxes foncières sur les logements sociaux existent, sont importantes, et on peut le dire, sont historiquement très mal compensées, ce qui fait perdre de l'intérêt à la construction. Et elle existe aussi parce que la taxe d'habitation payée par les ménages qui habitent ces logements sociaux est une taxe d'habitation qui, généralement, dans sa valeur faciale, est assez basse, et qui, par ailleurs, celles et ceux qui habitent ces logements représentent le plus gros des exonérés pour des questions sociales, et là aussi, la compensation des exonérations de taxes d'habitation pour raisons sociales par l'État est historiquement mauvaise. Et donc, l'incitation à construire du logement social est déjà abîmée. J'entends ce que dit François quand il dit que la suppression de la taxe d'habitation fait perdre un des morceaux de ce petit avantage. Tu utilisais le terme modeste, mais je l'entends. On a essayé, et je prends 2 minutes pour vous donner aussi quelques informations sur la manière dont ça va fonctionner. On a essayé de répondre à un certain nombre d'attentes sur la compensation. Aujourd'hui, quand on transfère la taxe foncière des départements aux communes, on transfère 14 milliards 200 millions d'euros de recettes, alors que la taxe d'habitation des communes, sur les résidences principales, c'est à peu près 15 milliards d'euros, 15 milliards 100. Donc il manque un petit milliard. Sur ces communes, sur les 36 000 communes, 26 000 sont surcompensées et 10 000, j'arrondis les chiffres, sont sous-compensées. Le prélèvement que nous allons faire sur les communes surcompensées ne va pas être versé dans un fonds qui ensuite sera reversé aux communes sous-compensées. Parce que si on fait ça, ça s'appelle de la dotation. L'État va prélever cette surcompensation, va l'intégrer dans son compte d'avance sur les relations fiscales avec les communes et va verser aux communes sous-compensées la compensation pour les mettre à niveau, mais cette compensation aura un caractère, je parle d'un point de vue comptable, fiscal, puisque ça sera versé sur les comptes d'avance et pas sous forme de dotation, et en plus il y aura la dynamique autorisée par l'évolution des valeurs locatives qui servent de référence. La deuxième chose concerne ce milliard d'euros qui manque entre les 15 milliards de TH résidence principale des communes et les 14 milliards de taxes foncières des départements. Vous nous avez dit, et je dis vous parce que c'est un discours porté par France Urbaine, vous nous avez dit qu'il faut veiller à ce que ce milliard ne soit pas de la dotation non plus. Nous avons avancé de 2 manières. Nous allons compenser la ville de Paris, qui est une ville-département ou un département-ville, et qui plus est depuis la loi de 2017, qui en a changé la nature. Nous allons la compenser différemment, puisque c'est difficile de faire descendre la taxe foncière d'une collectivité qui n'existe pas alors que les choses ont déjà été fusionnées. Donc nous allons la compenser différemment et ça pourrait prendre la forme d'une fraction de TVA pour la ville de Paris. La sous-compensation, et donc la nécessité de compensation de la ville de Paris, c'est plus de 600 millions d'euros. Donc vous voyez que sur le petit milliard que j'évoquais, on a déjà fait une large part du chemin. Et pour le reste, on va arrondir les 300 millions, nous envisageons de les compenser, en tout cas de les mobiliser dans les comptes de l'État pour compenser aux communes par le biais des comptes d'avance et donc par le biais de fiscalité sur les frais de gestion de la taxe foncière, ce qui va nous permettre de présenter vendredi prochain, parce que le Conseil des ministres est vendredi, et jeudi au CFL, un modèle de compensation dans lequel n'interviendra pas de dotation, uniquement de la recette fiscale pour les communes qui ont besoin de la compensation, et dès lors qu'on est uniquement sur la recette fiscale, on garantit, je crois, la durabilité, on garantit le dynamisme, et on garantit aussi les questions d'autonomie, et puis peut-être plus important encore, comparativement aux autres modèles de compensation, les dégrèvements qui se transforment en allocations de compensation, c'est arrivé à plusieurs reprises, pour ne pas dire tout le temps, ça garantit aussi, parce qu'on est en recette fiscale, de ne pas être dans un espèce d'écrêtement ou d'amenuisement de la compensation et de ne jamais intégrer ces recettes dans ce qu'on appelle les variables d'ajustement. Merci beaucoup Olivier Dussopt. En vous écoutant, on comprend tout à fait la complexité de mise au point d'un projet de loi de finances. Une réaction de François Rebsamen. Courte, je vous remercie. Là. Non, mais c'est une très bonne analyse, technicité parfaite qu'a faite tout de suite Olivier sur ce point-là. Il n'y a pas de problème. Moi, j'essayais de voir ce que ça va entraîner dans le paysage urbain demain. Sur le fond de ce que tu as dit, je n'ai rien à redire. On voit nos petites divergences, on va continuer d'y travailler, on peut peut-être encore progresser. Et il y a un bon dialogue sur ce sujet avec le gouvernement, mieux que sur le domaine de la sécurité ou de la drogue, comme on en parlait tout à l'heure. Et donc, par contre, ce qu'il faut, c'est s'imaginer une ville demain sans taxe d'habitation. Alors c'est très bien pour les habitants qui ne la paieront plus. Ça, un engagement du président de la République. Enfin, il avait pris un engagement sur 80%. Bon.
Le Conseil constitutionnel oblige à faire 100%, si j'ai bien compris. Il aurait mieux valu regarder avant, parce que ça coûte cher à la collectivité nationale, même très cher, presque aussi cher que les 80%. Combien ça fait une différence de combien c'est intéressant quand même, parce que Pardonnez-moi parce que les 20% là, ça fait je quoi? suis toujours, j'ai de la chance entre la fonction publique et la fiscalité locale. Vas-y, J'ai toujours des sujets qui passionnent assez les foules. Oui. Mais Non, mais moi oui. non, par contre, les 20% restants, c'est autour de 10 milliards, mais en réalité, sur ces 10 milliards, il y a 2,6 milliards de résidences secondaires Alors j'allais y venir, deuxième qui sujet. vont continuer à être imposées. Ça, c'est une première chose. On va voir comment. Et puis surtout, il faut avoir en tête que les 10 autres milliards qui correspondent aux 80%, c'est 10 milliards en tenant compte des exonérations préexistantes Oui, c'est vrai. qui amènent 35 à 40% des ménages à être exonérés de taxes d'habitation. C'est vrai. Donc c'est plutôt 10 milliards pour 40 et 6 milliards et demi, 7 milliards pour 20. Non, je dis ça qui parce que s'explique c'est par la différence de revenus des ménages aussi. C'est la décision du Conseil, elle s'applique, etc. François, Mais ça va- moi, ce qui je voudrais que vous m'intéressait, poursuiviez c'est comment ça va exister le lien, comment va se développer le lien entre une municipalité, son maire, et ses habitants quand il n'y aura plus, je prends le cas de Strasbourg, que 28% des habitants propriétaires qui paieront un impôt local de résidence. Qu'est-ce qui va se passer dans ces villes progressivement où il y aura, j'ai pris la ville de Strasbourg, mais il y a d'autres villes. À Paris, ça doit être 65% de locataires. On peut citer Bordeaux aussi. Oui, et d'autres. Je ne veux pas citer Nice ou Dijon, hein, donc, ou Reims, ou Nantes. Bon, vous voyez, on est tous d'accord. Donc il y a des villes... Strasbourg, ça m'avait frappé, 72% de locataires, je trouvais que c'était énorme. Donc il n'y aura plus que 28% de personnes qui paieront un impôt. Et le lien entre l'habitant et la municipalité, avec les services publics qui sont rendus par la collectivité, ça va être un des sujets de demain, je crois. Et on a un peu de temps pour y réfléchir, mais il va falloir trouver des solutions. Merci François Rebsamen. Olivier Dussopt, une toute dernière question. Je sais que votre emploi du temps est très contraint ce matin. Ce projet de loi de finances qui sera donc présenté vendredi, vous nous le dites, en Conseil des ministres, est-ce que pour vous, pour les communes, pour les grandes métropoles, les grandes villes, c'est un budget qui sera juste pour tout le monde? Je pense que oui, effectivement. Trois choses. D'abord, des excuses, parce que comme vous l'avez dit, je vais devoir partir assez vite. Je reçois mon homologue ministre de la fonction publique du Cambodge. Et je vais essayer, pour des raisons moins diplomatiques, de ne pas le faire trop attendre. La deuxième chose, je n'ai pas répondu à François sur la proposition de France Urbaine relative à l'affectation de CVAE. C'est un point que nous n'avons pas mis dans le projet de loi, pour des raisons que j'ai évoquées, que nous voulons et que nous souhaitons plutôt discuter à l'occasion du processus de différenciation, parce que ça introduirait quand même une différence assez majeure dans le panier de recettes d'un type de collectivité en fonction de leur taille, par rapport aux autres, et je pense que ça relève plus d'un débat de différenciation que de compensation fiscale. Donc on attend 2020 pour parler de cet éventuel quote-part alloué aux intercos. Spontanément, ça me paraît plus sage. Sur le projet de loi de finances, au-delà de ce que j'ai dit sur la compensation de la taxe d'habitation pour les collectivités, il y a d'autres dispositions. Je ne rentre pas dans le détail, mais nous aurons un débat parlementaire, un débat au CFL sur les années de référence, sur les modalités de recouvrement de la taxe d'habitation pour les 20% restants pendant 3 ans et la volonté du gouvernement que le nouveau système de financement des collectivités s'applique dès 2021 et donc qu'il n'y ait pas de cohabitation dans les recettes des collectivités de deux systèmes. Après, le projet de loi de finances ne se résume pas à la fiscalité, il se résume aussi à la question des dotations de l'État aux collectivités. Et le projet tel qu'il est présenté, tel qu'il va être présenté au CFL aujourd'hui, permet de maintenir le niveau d'engagement de l'État pour les questions d'investissement, autour de 2 milliards d'euros pour les crédits d'investissement auprès des communes et intercommunalités. C'est la DETR, la DSIL, et globalement, nous sommes sur des concours de 9 milliards d'euros par an de l'État pour l'investissement des collectivités, et ça sera maintenu. Et pour ce qui concerne les concours qu'on va qualifier rapidement de concours de fonctionnement, ces concours vont augmenter. Ils vont augmenter pour deux raisons. La première, c'est que nous n'avons pas voulu, dans le cadre de l'enveloppe normée, gager sur des variables d'ajustement le prélèvement sur recettes qui est mis en place pour le financement de la compétence des régions en matière d'apprentissage au titre de la solidarité. Nous n'avons pas voulu intégrer dans les variables d'ajustement la compensation de l'exonération de CFE pour les entreprises avec le plus petit chiffre d'affaires. Elle existe déjà, mais sa dynamique est plus importante que ce que nous avions prévu. Et donc l'État le prend sans le gager, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les collectivités. Et puis par ailleurs, mais hors enveloppe normée, nous avons une dynamique forte du FCTVA et de la TVA que j'ai évoquée. Et donc on peut estimer que le total des concours de l'État aux collectivités
en fonctionnement va évoluer entre plus 400 et plus 700 millions d'euros par rapport à la LFI 2019. Je pense que c'est plutôt rassurant. L'enveloppe de DGF reste la même et la progression des enveloppes de péréquation verticale DSU et DSR reste sur le même rythme que les années précédentes, soit 90 millions d'euros pour chacune de la DSR et de la DSU. Merci beaucoup, Olivier Dussopt. Un mot, Christian Estrosi, un mot, monsieur Dussopt. Un tout petit mot avant que monsieur le ministre ne s'en aille. Il y a un sujet fondamental auquel vous n'avez pas totalement répondu est soulevé par François Rebsamen, c'est le problème de la valeur ajoutée que vous permettriez au département de pouvoir encaisser. Il y a un moment où il faut quand même clarifier les choses. Et au fond, ça rejoint aussi ce que disait Johanna Roland sur ce flou qui commence à planer sur l'avenir des intercommunalités aussi. Aujourd'hui, la collectivité qui apporte le plus de parts de croissance à notre pays, c'est la métropole. Bon, partout où il y a un fait métropolitain, ça rejaillit même en termes de croissance sur les territoires limitrophes qui ne sont pas dans la métropole et qui bénéficient de cette dynamique. Donc, je regarde comme une aberration le fait que dans votre réflexion aujourd'hui, la valeur ajoutée soit au bénéfice des départements, ce qui sous-entend que quelque part, vous auriez l'intention de leur redonner un espace important sur le développement économique, alors qu'au contraire, aujourd'hui, le développement économique, il doit être totalement transféré ou aux régions ou aux intercommunalités, et notamment aux métropoles. Et un deuxième sujet qui est majeur en matière de location, car pour les grandes villes, je le relève de plus en plus et nous le releverons de plus en plus, nous perdons pour nos actifs la mise sur le marché de locatifs. Et nous le perdons en grande partie à cause des plateformes de location pour le tourisme notamment, comme Airbnb et bien d'autres encore, et qui ne sont pas sans conséquences aussi sur nos ressources et sur nos recettes, mais qui ne sont pas sans conséquences surtout pour les actifs que nous avons besoin d'accueillir et que nous pouvons accueillir de moins en moins parce que nous perdons de plus en plus sur le marché du locatif d'espaces qui soient commercialisés. Monsieur le ministre, votre réaction rapidement, vous êtes pressé, je le sais. Sur le locatif, je l'entends, et ça me permet de dire, et ça nécessite peut-être une réflexion aussi ultérieure, parce que ça fait partie des sujets qui peuvent déjà poser problème, que nous maintenons à la main des communes et des intercos les dispositifs de majoration de la taxe d'habitation pour logements vacants et tout ce qui relève de politique de gestion du parc locatif. Mais là aussi, il y a un travail à faire peut-être pour simplifier la perception, les critères et la lisibilité de ces systèmes. Sur le rôle du département et le rôle de l'interco, il n'est pas dans l'intention de remettre en cause, dans l'intention du gouvernement, de remettre en cause le rôle de l'interco. Le temps ne me permet pas de vous convaincre, monsieur le maire, autrement qu'en vous suggérant d'en discuter directement avec Jacqueline tout à l'heure, qui pourra vous rassurer, ou de me faire confiance, ou les deux. Mais en tout cas, il n'est aucunement l'intention du gouvernement de remettre en cause le rôle de l'intercommunalité. On a conscience de ce rôle majeur pour le développement du territoire. Merci beaucoup, Olivier Dussopt. Merci beaucoup de votre présence ce matin. Ici, à la 19e conférence des villes, je voudrais, pour terminer cette table ronde, donner la parole à Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims. Madame Vautrin, on a parlé, on balayé pas mal de sujets, en particulier fiscaux à l'instant encore. J'aimerais que vous nous donniez la vision, votre vision, la vision de France Urbaine à propos d'un autre texte, celui défendu par Sébastien Lecornu, qui sera bientôt discuté au Parlement sur ce projet de loi engagement et proximité. On parlait d'interco à l'instant. Là encore, eh bien, les intercommunalités sont directement concernées par ce texte. Madame oui, merci à vous. Pendant que le ministre s'en va, j'en profite pour lui dire qu'une des grandes questions de France Urbaine sur ce texte, c'est l'annonce faite par le gouvernement de l'accompagnement financier des élus et notamment des frais de garde. Et monsieur le ministre, sur ce sujet, grande inquiétude de France Urbaine, car aucune étude d'impact et nous n'avons pas la moindre idée de qui va financer cet accompagnement. En d'autres termes, est-ce que c'est une campagne de communication du gouvernement payée par les collectivités? Bien évidemment, dans le cadre des 1%,
que nous avons, ou à peu près que nous avons les uns et les autres signés en termes de trajectoire, puisque incontestablement, c'est un sujet de fonctionnement et une charge de fonctionnement nouvelle pour les communes. Ça, c'est vraiment une des premières questions qu'a France Urbaine. Et le ministre n'est plus là pour vous répondre. Oui, non, mais c'est bien pour ça que je l'ai dit pendant qu'il partait, mais vous inquiétez pas, on fera passer le message et on l'a déjà fait passer. Le deuxième sujet sur ce texte de loi, c'est que sur le principe, il réaffirme, et c'est important, la notion du territoire. Malheureusement, il n'insiste pas, à nos yeux, suffisamment sur la notion de PCI, c'est-à-dire que nous sommes dans la petite musique ambiance, en bon français, small is beautiful. Et donc, tout notre sujet aujourd'hui, c'est d'insister sur l'importance qu'il y a de comprendre le phénomène métropolitain. L'élément intéressant, en revanche, c'est qu'il a été regardé ce qui se faisait sur les territoires, et on voit dans ce texte apparaître des choses qui existent déjà. Je salue la ministre Jacqueline Gourault qui nous rejoint. Je pense bien évidemment à des notions de charte de gouvernance qui existent sur certains territoires. Je pense aux droits de veto des maires, qui sont effectivement des éléments pratico-pratiques qui permettent que chacun, au sein de l'EPCI, puisse être attendu. En revanche, nous demandons, Madame la Ministre, depuis un certain temps, un sujet qui serait très facilitateur, qui est la possibilité de pouvoir sortir de syndicats de façon plus aisée. Vous savez combien aujourd'hui, à l'échelle de nos territoires, il y a encore des sujets de syndicats d'eau ou d'électricité sur lesquels nous avons des difficultés. Vous savez que là-dessus, on a besoin d'un véhicule. Ce texte pourrait être un véhicule qui permettrait là aussi d'aller plus loin. Je rejoins ce que disait Christian Estrosi tout à l'heure. Notre phénomène métropolitain, c'est la capacité, en étant plus nombreux, à se regrouper, à apporter des réponses en matière d'eau, en matière d'électricité, à des tarifs beaucoup plus intéressants pour les communes qui sont concernées. Et là-dessus, le texte n'avance pas. Autre élément important, je crois que ce qu'il serait intéressant de voir dans ce texte, c'est la notion du bassin de vie. Parce que plutôt que d'opposer l'urbanité à la ruralité, regardons ce qu'est le bassin de vie. Et finalement, ça, aucun texte ne va le décider. Le bassin de vie, ce sont nos concitoyens qui le décident. Ils le décident en fonction de là où ils travaillent, de là où leurs enfants sont dans les écoles. C'est la vie pratique du quotidien de nos concitoyens. Et quand on regarde la notion du bassin de vie, on regarde la notion des transports, on regarde la notion des équipements et on est capable de mutualiser. Ça, c'est ce que nous faisons au quotidien sur le terrain. MAPLAM d'un côté, la loi NOTRe de l'autre ont permis des avancées et on n'a surtout pas envie de les détricoter, on a juste envie de quelques améliorations à la marge. Et je vous redis en conclusion, Madame la Ministre, que ce que votre collègue n'a pas entendu, notre grande inquiétude, c'est cette idée probablement très généreuse de donner des frais de garde, des frais d'accompagnement, mais il serait tellement gentil de nous dire qui va le financer, quelle est la mesure d'impact, parce que là-dessus, il n'y a rien dans le texte, et franchement, ça nous inquiète beaucoup. En tout cas, Madame Catherine Vautrin, Jacqueline Gourault, vous a écouté, hein, je l'ai vu attentivement. C'était la dernière intervention de cette matinée. Merci beaucoup à vous d'avoir balayé ainsi cette actualité chaude et politique de cette rentrée des collectivités locales. On se retrouve cet après-midi à partir de 14h précise dans cette salle où le débat sera plus orienté autour du parlementaire avec l'accueil de messieurs Cazeneuve et Bockel, respectivement, présidents des délégations aux collectivités locales de l'Assemblée nationale et du Sénat. D'ici là, très bon appétit. À tout à l'heure, 14h précise, j'insiste.